Chers téléspectateurs de Burkina Débat TV, bonjour. Bienvenue à notre émission à bâton rompu. 11 août 1960, M. François Tombalbaye proclame l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. 15 ans plus tard, le syndrome africain, c'est-à-dire le coup d'État, l'emporte. Comme vous le constatez, aujourd'hui, nous allons parler du pays de Toumaï. Et pour nous accompagner dans cet exercice, nous avons invité pour vous M. Chris de Nguyen. Monsieur de Nguyen, bonjour. Bonjour, Monsieur Zola. Ravi d'être parmi vous et de pouvoir échanger sur le Tchad. Vous êtes tchadien, vous êtes titulaire d'un bachelor en engineering, vous êtes titulaire d'un master à business development, vous êtes titulaire aussi d'un master en sciences politiques à Sciences Po Paris, option management en politique de développement avec comme spécialité l'Afrique. Vous êtes consultant en développement. C'est bien ça, monsieur Dengwenden. Exactement, exactement. Bienvenue à notre émission à bâton rompu. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, comme je disais, le 11 août 1960, votre pays accédait à la souveraineté internationale. Ce qui a été fait, cet exercice a été fait par M. François Tombalbaye à la capitale Fort-Lamy, entouré par ses compatriotes, et la fête a continué tard dans la nuit. C'est bien ça, M. Ndengwen. Oui, exactement. C'est-à-dire que, comme la plupart des pays, le Tchad a eu son indépendance au mois d'août, le mois d'août qui n'a pas concerné que le Tchad, mais beaucoup d'autres pays, dans cette espèce de domino, de jeu de domino sur les indépendances. Et donc, pour le Tchad, il y avait le ministre à l'époque, le ministre André Malraux, qui était aux côtés du premier président du Tchad, François Tomalbaye, qui va donc annoncer l'indépendance du Tchad ce 11 août 1960. Ce que j'ai appelé tout à l'heure le syndrome africain. Comment ça s'est passé, monsieur de Nguyen? Oui, alors pour comprendre ça, il faut faire un retour très rapide en arrière, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres pays qui sont des pays de côte, le Tchad étant totalement enclavé, a connu finalement la colonisation que très tardivement. Donc pendant tous ces temps, nous faisons nous-mêmes la guerre entre nous. Il y a essentiellement trois grands royaumes qui se faisaient la guerre. Il y a le Tibesti, le royaume, le nord du Tchad, qui a son royaume qui démarre à partir du nord du lac Tchad jusqu'au Tibesti et jusqu'au sud de la Libye actuelle, et qui est le Kanem Bornou, ou bien le Kanem d'abord, et puis le Kanem Bornou. Et puis à côté, du côté du Darfour, on a démarré à l'est un autre royaume qu'on appelle le royaume du Wadaï, qui va se déployer également dans cette région centre. Et puis au sud, on va avoir le royaume du Baguirmi. Et donc ces gens se faisaient déjà la guerre depuis longtemps, avant que la colonisation arrive assez tardivement dans les années 1900, et va occuper le territoire qu'on va finir par appeler le Tchad aujourd'hui. Donc, une colonisation très tardive, le premier président arrive, prend le pouvoir, et le sud du Tchad, qui est une zone exploitable parce qu'on peut y développer des cultures, va se développer très rapidement. Et puis le nord est resté isolé, marginalisé. Et donc, dès la prise du pouvoir, il y avait un devoir, en quelque sorte, d'aller équilibrer les territoires. Ce qui n'a pas été fait dans les bonnes modalités. Pression fiscale ou bien de taxation sur les populations du Nord, ça va créer une révolte qu'on appelle la révolte de Mangalmé, et qui va produire par la suite une rébellion. Et face à ça, le président Bazé N'Djamena va commencer à s'inquiéter, y compris au sein de son armée, des potentialités de coup d'État, et va commencer à emprisonner un peu à la hâte des militaires et des hauts cadres. Et donc, ces mêmes cadres qui sont issus de son propre groupe du Sud vont finir par faire un coup d'État en avril 1975,
où il va trouver la mort, le président lui-même. Le pouvoir. Oui, il va venir au pouvoir, en réalité, celui qui était à l'époque encore colonel, qui est Maloum, Félix Maloum, qui est issu du même groupe que le groupe du président François Tomalbaye. Et donc, il va essayer, il va tenter à la fois de mater la rébellion, en faisant d'ailleurs appel, ce qui était déjà le cas de François Tomalbaye, en faisant appel à l'aide de la France parce que l'armée n'était pas encore assez outillée à cette époque-là. Et donc, il va faire appel et puis, à côté, il va ouvrir quand même des brèches pour des négociations. Donc, il va jouer le bâton et la carotte pour essayer de ramener les populations tchadiennes à une espèce de gouvernement d'union nationale. Alors, est-ce qu'il a pu trouver la potion magique pour taire les divergences entre les Tchadiens, Monsieur Dengwenden? Alors, c'est là où on commence à aborder le cœur de nos problèmes qui restent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les Africains, nous sommes très mauvais à aller s'asseoir à la table et négocier et trouver des compromis sur lesquels chacun va s'engager pour essayer de trouver un équilibre. Et c'est un problème politique qui nous traverse jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de pays. Cette culture de table ronde, de négociation et d'être aussi franc et transparent et prendre des conclusions qu'on va tenir, des paroles qu'on va tenir, etc. C'est un exercice qui est très difficile, les gens ont du mal à faire, et c'est exactement ce qui va se passer dans le cadre du Tchad. Dans le cadre du Tchad, on va aller de négociation en négociation, et on va finir par signer un accord qu'on appelle les accords de Kano. Et ces accords vont permettre à ce que le président lui-même finisse par s'effacer et on va mettre en place un autre président qui va être le Goukouni Wadey. Et à côté de ça, un des anciens ministres de défense du président Félix Maloum, qui est Wadal Kamougué, va devenir finalement le vice-président et les rebelles qu'on va intégrer, c'est-à-dire Hissène Habré, va devenir Premier ministre. Et c'est comme ça qu'on va essayer de bricoler ce gouvernement d'union nationale, mais qui, on le sait déjà, va tenir que très peu de temps. Exactement, un monstre à trois têtes qui montre bien la difficulté à trouver des accords entre les différentes parties pour que ces parties puissent travailler sérieusement ensemble. Et donc, c'est un monstre aux pieds fragiles qui va exploser dès le retour des gens à N'Djamena très rapidement. Et comment ça s'est passé la suite? Alors, la suite, peut-être que c'est nécessaire de faire un petit retour sur la rébellion, comment elle s'est formée, et pour bien comprendre le mécanisme. La rébellion du Nord, qui démarre à partir des révoltes dont j'ai parlé, de Mangalmé, etc., vont se développer. Et ça part en fait d'un problème à la base de capacité du pouvoir qui est fraîchement établi à faire une transition vers cet état moderne en trouvant des voies et moyens et des possibilités de négocier pour que les chefs traditionnels puissent intégrer l'administration petit à petit, ou en tout cas qu'on transfère un certain nombre de compétences qu'ils avaient vers l'administration nouvelle qui s'établissait. Et ça va se faire dans la brutalité, et une partie des chefs du Nord, et surtout le père de Goukouni Wadey, va s'exiler au sud de la Libye à Koufra, et donc il va aller littéralement tomber dans les mains des Libyens qui vont pouvoir l'utiliser et alimenter la rébellion pour déstabiliser le Tchad. Et en 69, Kadhafi va arriver et Kadhafi va accentuer le financement de la rébellion et le renforcement de la rébellion. Et donc va amener à une situation telle qu'on va aller au gouvernement et aux négociations et au gouvernement d'union nationale dont j'ai parlé. Ce gouvernement d'union nationale va exploser pour des raisons simples. Goukouni Wadey et Hissène Habré, qui sont issus des rébellions du Nord, eux-mêmes ne s'entendent pas parce que Hissène Habré n'est pas d'accord avec le soutien de la Libye qui a des visées totalement impérialistes sur le Tchad. Et là, il faut parler du vrai impérialisme, parce que les gens parlent d'impérialisme, il faut aussi citer cet impérialisme libyen sur le Tchad. Et donc, entre les deux... Ah oui, voilà, voilà. Le panafricain qui est célébré aujourd'hui parce que
il a mis un boubou et puis une grosse carte d'Afrique noire. Ça y est, c'est fini. Ça fait de lui un panafricain. Or, qu'est-ce que Kadhafi a fait? Arrivé en 69 à la tête de la Libye, il va monter ce qu'il appelle la Ligue islamique, qui est une espèce de légion islamique, la Ligue verte, la Légion verte, et il va utiliser le maximum de ses ressources pour alimenter une partie de la rébellion, soutenir Goukouni Wadey, pour essayer finalement de fusionner, de faire du Tchad, une fois que Goukouni aurait pris la tête du pays, de faire du Tchad une espèce de province vassale de la Libye qu'il va utiliser à merci pour ses activités qu'on connaît à l'époque de terrorisme international, etc. Hein. Et donc, c'est comme ça que finalement, de négociation en négociation, on arrive au Tchad avec ce gouvernement d'union nationale, mais qui en réalité était prédestiné à exploser très rapidement. Conflit entre Hissène Habré et Goukouni Wadey pour les lignes et pour les raisons que j'ai expliquées, et conflit également entre ces deux blocs qu'on considère comme blocs du Nord contre le pouvoir qui a son bastion au sud. Et donc, ça va amener à ce qu'on va appeler au Tchad la première guerre civile, en quelque sorte, qui va exploser entre ces trois factions et qui va mettre à feu et à sang la capitale N'Djamena. Et à partir de là, les groupes qui sont issus du pouvoir de Félix Maloum et tous ses généraux vont se replier au sud et les deux groupes du nord vont se batailler pour savoir qui va prendre le contrôle de la capitale N'Djamena. C'était vraiment sérieux. Et qui a pris le pouvoir finalement? Hissène Habré? Voilà, alors finalement, Goukouni va maintenir son pouvoir de 79 jusqu'en 1982, mais en juin 82, c'est Hissène Habré qui va prendre le dessus dans cette guerre civile et va finir définitivement par s'installer. Mais quand il s'installe, ce n'est pas fini. Il n'a le contrôle que sur l'est du Tchad, qui est son bastion à lui, et puis une partie de la capitale, qui est le seul endroit qu'il contrôle à ce moment-là. Parce que tout l'ancien gouvernement de Félix Maloum se replie et donc occupe le sud et barricade, monte un comité permanent qui est en réalité quasiment une sécession du sud. Et donc, Hissène Habré se retrouve coincé entre repousser les colonnes rebelles de Goukouni pour qu'ils sortent carrément du Tchad et qu'ils se replient, sauf qu'ils sont appuyés par les Libyens. Et pendant ce temps, les Libyens qui ont accompagné Goukouni quasiment jusqu'à la capitale N'Djamena se replient, mais occupent toute la bande d'Aouzou. Et donc, Hissène Habré se retrouve maintenant là à faire face à la Libye pour la guerre d'Aouzou. Et donc, il va être obligé d'aller négocier avec l'armée qui s'est repliée au sud pour essayer de reconstituer une espèce d'armée nationale pour aller repousser les Libyens et aller maintenant à la guerre tchado-libyenne de la bande d'Aouzou. Alors, qu'est-ce qui avait amené, quelle était la cause essentielle de la guerre de la bande d'Aouzou? Alors, pour Kadhafi, si vous voulez, il faut rapidement faire un point sur la question de l'histoire de la Libye. C'est que il y a une confrérie religieuse il y a longtemps qui était partie de l'Algérie actuelle, de la frontière entre l'Algérie et le Niger, qui sont les Sénoussi, et qui vont établir une grande confrérie au sud de la Libye, dans la région de Koufra. Et pendant ce temps-là, ils vont se constituer quasiment comme une espèce de mini-État dans cette Libye ancienne et finalement, ils vont imposer des taxations sur une partie de la population du nord du Tchad qui va être en confrontation avec eux. Et puis, il y a eu donc des discussions à l'époque au niveau de l'occupation entre l'Italie et qui occupait donc la Libye et la France qui occupait le Tchad, de se dire, pour ne pas faire basculer l'Italie du camp allemand, il y avait des négociations au niveau des frontières et cette discussion était de dire est-ce que pour ramener finalement l'Italie dans le camp et non pas les laisser avec l'Allemagne, est-ce qu'il ne faut pas essayer là de faire des concessions sur les querelles de frontières qui existaient à l'époque?
Ces négociations ne vont pas aboutir et finalement, c'est bien la France qui va occuper tout le Tchad et va établir le territoire tchadien. Mais pour Kadhafi, c'était un motif pour aller re-questionner ce problème-là et occuper la bande d'Aouzou. Mais en réalité, Kadhafi agitait ça comme prétexte parce que son but, c'est de grignoter au maximum sur le Sahel pour se créer une profondeur stratégique pour la Libye, parce que le but de Kadhafi n'est pas seulement que le nord du Tchad, il voulait tout le Sahel. Il avait en l'idée une espèce de ceinture sahélienne qui va être totalement soumise à la Libye, parce qu'il voulait fusionner avec le Soudan. Il a tenté de fusionner avec l'Égypte dans une espèce de grande politique panarabique. Et personne ne va vouloir de ça au nord, ni les Algériens, ni l'Égypte, ni le Soudan. Et donc, il s'est dit, bah, je vais venir sur une région qui me paraît un peu plus faiblarde, qui est le Sahel, que je vais essayer d'occuper. Alors, le régime de Hissène Habré n'a pas duré longtemps et les démons ont été de retour. Absolument, absolument. Hissène Habré va donc négocier avec les rebelles qui étaient repliés au sud, va bricoler une armée nationale et nous sortons quand même quasiment de longues années de guerre civile, donc c'était difficile, il fallait reconstruire tout ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que finalement, Hissène Habré mène cette guerre contre la Libye avec l'aide également de la France et des États-Unis. On va expliquer pourquoi, parce que il y avait cette question de terrorisme qui, à l'époque, alimentée par Kadhafi, on reviendra dessus, qui faisait que finalement, les Tchadiens vont sortir victorieux. Ils vont capturer des Libyens, y compris le général Haftar actuellement, et puis ce sera la débandade de l'armée de Kadhafi dans le désert libyen, etc. Et donc, le Tchad récupère seulement à partir de 87 une espèce de véritable intégrité territoriale, on va dire comme ça. Et à partir de ce moment-là, au retour de cette guerre, où l'armée tchadienne va être éprouvée, euh, il y a encore la question finalement de véritablement pacifier le sud du Tchad qui est resté encore fidèle à ses anciens généraux. Et donc, il va y avoir maintenant une guerre interne de pacification du Sud. Et dans cette guerre-là, c'est Idriss Déby qui va mener de front cette bataille-là. Et au retour, finalement, les héros de la guerre contre la Libye, certains ont acquis une telle popularité que Hissène Habré va commencer à se méfier d'eux. Hassan Diamous, en partie Idriss Déby et d'autres. Et donc, la méfiance va s'installer à N'Djamena. Et donc, cette pacification du Sud finie. Au retour à N'Djamena, la, euh, la paranoïa de Hissène Habré face à cette situation des généraux qu'il ne peut pas gérer, des colonels qu'il ne peut pas gérer, il va commencer à mettre certains en prison, à arrêter certains. Et Déby, sentant que le couperet va tomber sur lui, va prendre fuite à l'est du pays, va se réfugier au Soudan vers Niala et se reconstituer une rébellion pour venir attaquer Hissène Habré. Et c'est comme ça que Déby va revenir. Et donc, comme Kadhafi avait une dent contre Hissène Habré également, vu l'humiliation pendant la guerre tchado-libyenne, bah, Kadhafi va aider un petit peu Déby au départ à constituer sa rébellion. Et par la suite, Déby va mener deux, trois batailles. Kadhafi, le panafricain. Toujours le panafricain, c'est-à-dire que, et on va prolonger ça jusqu'à ce qui se passe, les drames qu'on subit aujourd'hui au Soudan, on va en parler parce que les gens ne savent pas, mais tout ça ne sont que les conséquences de la guerre tchado-libyenne et la constitution de la Légion verte de Gaddafi qui va se métamorphoser par la suite en milice Njanjaweed à partir de 2000-2003 et qui va produire jusqu'aux forces de Héméti qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le grand panafricain Kadhafi, c'est celui-là même qui sème ce chaos-là, c'est celui-là même qui a mené 20 ans de guerre ininterrompue contre le Tchad, etc., pour vassaliser. Panafricain peut poser de tels actes, monsieur de Nguyen.
Ah oui, mais ça reste un panafricain parce que depuis, Kadhafi a su se refaire une nouvelle beauté, il a mis un grand boubou, une grosse carte de l'Afrique, et qu'il a dit qu'après 42 ans, il voulait mettre une monnaie en place et que cette monnaie, c'est cette monnaie qui allait sauver l'Afrique. Donc évidemment qu'il s'est refait une virginité et il est applaudi par tous ceux qui ne connaissent pas toutes ces histoires de grands panafricains qui va sauver l'Afrique. Il lui faudra certainement un deuxième mandat de 42 ans pour arriver à ses fins. Ah bah oui, puisque mettre une monnaie en place prend du temps, donc il aurait fallu encore 42 ans pour bien mettre en place cette monnaie-là, etc. Hein. Parce que pendant longtemps, il a utilisé plutôt ces 42 premières années à financer des attentats, à financer des rébellions pour vassaliser le Tchad, essayer de déstabiliser le Soudan, etc. Voilà ce qu'il a essayé de faire, y compris même le Niger en partie. Après est arrivé à bout, son pouvoir essoufflé, Monsieur Déby, avec une rébellion, est arrivé à N'Djamena avec l'aide de Kadhafi. Voilà, et Déby va arriver à N'Djamena décembre 90 et il va chasser assez facilement Hissène Habré puisque l'armée était déjà en grande difficulté après ces longues années de guerre. Donc finalement, Déby s'est reconstitué une rébellion et va arriver assez rapidement à N'Djamena. Il arrive en 90 et donc nous tombons là sur une période qui devait normalement produire une amélioration de la situation parce que les conflits de la guerre froide, etc., finissaient. On arrivait à une période où finalement les pays avaient la possibilité, depuis les initiatives de démocratisation qui ont commencé à partir du Bénin avec Mathieu Kérékou, etc., et qui vont se déployer petit à petit sur d'autres pays au Tchad. Et donc, à l'époque, nous, on regardait du côté du Mali, du côté du Bénin, pour voir ce qui se passait. Et la conférence nationale va se mettre en place en 93 au Tchad et va rassembler toutes les forces tchadiennes dans un dialogue pour essayer de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place sérieusement pour redémarrer une espèce d'État qui survit. Et donc Déby va mettre en place cette conférence, mais cette conférence très rapidement, au lieu de mettre en place tout de suite des élections transparentes, va traîner et prolonger le gouvernement Déby, même s'il y a eu quelques recompositions avec un changement de Premier ministre, etc. On va prolonger Déby jusqu'à quasiment 1996, où il va y avoir les élections. Comme il fallait s'y attendre, M. Déby a été élu. Absolument. Là aussi, on respecte scrupuleusement la tradition africaine, c'est-à-dire on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc, l'élection se fait et puis l'élection confirme, malgré les contestations de l'opposition, et l'opposition était assez populaire à cette époque-là, avec des figures telles que les héros de ces guerres-là, les Kamougués, etc., qui se sont convertis en civils et qui se sont présentés. Donc, il y avait quand même une opposition de poids, mais la décision tombe et c'est Déby qui est confirmé au pouvoir à ce moment-là. Et donc, on part maintenant avec une grande ère Déby. Et il a dirigé une vingtaine d'années. Alors, c'est même jusqu'à 30 ans, parce que si on prend de 90 jusqu'à 2021, on est quasiment à 30 ans, 31. Et Déby, qu'est-ce qu'il va faire? Déby arrive vraiment, le président Déby a eu plus de chance que tous les autres présidents tchadiens finalement, et ça va expliquer aussi le fait qu'il ait duré, parce que la plupart des forces se sont essoufflées après toutes ces guerres, et donc il y a quelques rébellions qui étaient ici et là, cachées au nord, à l'est, un peu au sud, et Déby avait une vision très pragmatique, c'est de dire d'abord, je vais essayer de trouver les moyens de me renforcer et renforcer mon pouvoir. Et donc, la manne au Tchad, c'est le pétrole.
le pétrole qui est au sud du Tchad et qui n'a jamais été vraiment exploité jusque-là. Ce pétrole-là est dans la région de Doba, à la ville de Doba, et comme le Tchad est un pays enclavé, ça nécessitait beaucoup de moyens pour construire un pipeline jusqu'au Cameroun, à Kribi, pour sortir le pétrole. Et donc Déby va essayer en interne d'écraser quelques rébellions qui existaient encore au niveau de Doba et au niveau du sud, pour arriver autour de 1998 de complètement écraser ces rébellions-là et laisser la porte ouverte et pacifier la zone de Doba pour pouvoir exploiter au plus rapidement possible le pétrole pour trouver les moyens de sa politique. Et une fois qu'il va se saisir de ça en 2003, c'est fini. C'est-à-dire le Tchad va partir dans une espèce de dépenses incroyables en équipement militaire et le pouvoir va se militariser et l'armée, et là aussi on respecte une tradition africaine, l'armée va se couper en deux, un cercle proche clanique qui est suréquipé, qui représente essentiellement la garde présidentielle, et puis une armée nationale qui est là avec des gens avec des treillis complètement usés, des pauvres militaires qui étaient, voilà. Et donc, on avait cette configuration-là avec Déby, et c'est ça qui va finalement conduire Déby à renforcer son pouvoir jusqu'en 2021. Alors, lors de son séjour au palais présidentiel de N'Djamena, M. Déby a connu plusieurs assauts de rebelles. Exactement. Autant pour les besoins au sud d'exploiter le pétrole, il a écrasé les rébellions du sud, les Lauken Bardé, etc. Mais pour la partie nord, la chose est un peu plus compliquée. D'abord, l'intérêt était moindre, et puis aller dans ce vaste nord du Tchad, batailler, guerroyer avec les rébellions qui se sont cachées dans les monts du Tibesti, dans les plateaux de l'Ennélie, c'était compliqué et ça demandait beaucoup de moyens. Donc, ce temps va permettre aux rébellions de se constituer. Et à une période donnée, on va atteindre quasiment 200 mouvements rebelles au Tchad. 200 mouvements rebelles. Oui, 200 mouvements rebelles au Tchad. Incroyable. Les armes qui circulaient de partout, des différentes guerres civiles, etc. Et à une époque, on pouvait acheter à vil prix, n'importe quel Tchadien peut acheter un Kalachnikov à vil prix. On parle de quelques centaines de milliers de CFA. On achète des Kalachnikov à vil prix et on organisait des rébellions. Donc, on a atteint jusqu'à 200. Et ce qui va se passer, il va donc commencer à subir les assauts des rébellions. 2008, à partir de 2008 déjà, il va subir et il va être quasiment encerclé à la présidence. Il a fallu qu'il fasse appel à la France à l'époque parce qu'il y avait un stationnement autour de l'aéroport de N'Djamena de quelques unités et qui vont venir prêter main forte à Déby pour littéralement le sauver de cette situation. La France et le Tchad qu'il a Voilà, activé. alors oui, là aussi c'est bien de revenir sur cette question parce que pour le Tchad, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les accords de 1960 et donc ça c'est au temps du premier président, et dans ces accords, en réalité, c'était qu'en cas de situation grave, la France devait simplement intervenir et la France intervenait et repartait. Et c'est le premier président Thomas Baye lui-même qui a fait appel à 2 reprises à la France de venir. Et ça va être l'opération Limousin, de venir le sauver lui aussi face aux rebelles qui faisaient qu'avancer. Et une fois qu'on a sauvé le premier président de cette situation-là, il voulait que l'armée française poursuive et jusqu'au bout et écrase la rébellion jusqu'au nord. Et c'est là où il va y avoir des accords, parce que pour la France, dans les accords, c'était plutôt de former l'armée tchadienne pour que l'armée tchadienne elle-même, par la suite, fasse le travail. Et donc, des querelles diplomatiques vont éclater avec Thomas Baye, etc. Et finalement, les Français vont être renvoyés chez eux. Le président Félix Malhomme vient, il fait appel, lui, à nouveau aux Français qui reviennent, et là, il établit des nouveaux accords. Il abroge
Et littéralement, là aussi, il y a beaucoup de fantasmes. Il faut que les jeunes aillent découvrir. Il faut que les jeunes comprennent que les pays, pour fonctionner, ont besoin de textes. Et ces textes-là se retrouvent au niveau de l'ONU. Clairement, dans les archives de l'ONU, tout est archivé là-bas. Vous allez, c'est public, vous pouvez rechercher dans les publications de l'ONU, les accords sont archivés là-bas. Et vous allez trouver l'accord de défense de 76 établi avec Maloum, où il est bien mentionné que cet accord abroge les accords de 60 et établit des nouvelles modalités parce que justement, c'est Maloum lui-même qui voulait maintenant plus de souplesse dans la capacité à ce que l'armée française intervienne plus pour lui donner plus de moyens de combattre la rébellion. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont établir cet accord-là. Et Maloum lui-même, après les négociations, parce que la rébellion va continuer à progresser, etc., va finir par se fâcher et chasser à nouveau la France. Donc, la France est là à disposition, on l'appelle, on la chasse à nouveau, etc., selon les intérêts qu'on a. Défense entre le Tchad et la France pour sauver son Voilà. régime. Et donc, cet accord, sur tous les 2 ans, on pouvait remettre en cause cet accord-là et revoir les modalités, etc. Ou si on ne révoque pas ça, et comme dans tout contrat, comme dans tout accord, par tacite reconduction, on poursuit. Et donc, Déby va activer ça à 3 reprises pour se sauver, dont la dernière, c'était justement en 2018-19. Il va activer ça une fois de plus pour se sauver. Donc, il y a eu 2008, 2016, 2018, où il va activer à chaque fois pour se sauver, quand les batailles font rage en N'Djamena. Malheureusement pour lui, la dernière a été fatale. Exactement, exactement, parce que ces rébellions vont à chaque fois se renforcer. Et ce qui va se passer aussi, c'est que Déby, à un moment donné, a pris l'habitude à chaque fois d'aller installer son camp de commandement pas loin des zones de front. Il l'a fait à un moment donné dans la région du lac Tchad avec l'opération La colère de Boma. Ça lui a Et le pouvoir use aussi, hein, ça lui est un peu monté à la tête, et donc on l'a célébré un peu comme un héros à N'Djamena. Et donc là, avec les FACT, qui sont des rebelles qui étaient aux confins du nord-est du Niger et du sud de la Libye, quand les FACT descendaient, c'est le même type d'opération qu'ils voulaient faire. Sauf que cette fois-ci, ça va être fatal parce que entre-temps, il y a eu beaucoup de dissensions entre les différentes factions au niveau même du clan au pouvoir. Yaya Dilo de son côté, qui était un membre du clan mais qui va sortir. Il y a des querelles entre les clans du côté de sa femme, les clans du côté paternel, du fief d'Amdiaras, etc. Et donc, c'était un débit qui est arrivé précipitamment et qui est allé de manière impréparée au front, au sein d'un groupe qui était complètement en éclatement déjà. Et donc, ils vont subir les attaques du FACT, et puis ça va lui être fatal. Comme on venait de finir les élections de 2021, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on cachait ça aux N'Djaménois, parce qu'on ne savait pas dans cette situation comment communiquer cette situation, parce que c'est juste au lendemain de la proclamation des résultats où il gagnait. Et donc, nous étions en situation où on a affiché que le président avait gagné les élections, mais on ne voyait pas le président, ni prendre la parole, ni faire une déclaration de victoire, ni quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là, les grands mécanismes se mettaient en place. Les militaires qui sont dans le secret savent que là, il n'y a plus de président. Il faut faire quelque chose. Le président de l'Assemblée, Haroun Kabadi, a été informé de la situation. Selon la Constitution, celui qui devait prendre la place du président et assurer l'intérim jusqu'à organiser des nouvelles élections. c'est bien le président de l'Assemblée nationale. Exactement. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi,
vient constater le décès d'abord du président, et en face de ce décès du président, il a qui en face? Il a le clan réuni qui, lui, s'inquiète parce que ce petit groupe, le clan au pouvoir, c'est un petit groupe au Tchad qui ne représente pas un très grand nombre de gens ni de population. Et ils ont contre eux, après 30 années de pouvoir, beaucoup de gens. Et la rébellion, si elle était au courant de la situation, allait reprendre, se reformer et débouler à nouveau à N'Djamena. Donc nous étions dans ce contexte-là. Alors évidemment, le président de l'Assemblée, face à tout ça, va voir la situation et puis va nous faire une sortie en disant, oula, je n'ai pas les capacités d'assumer cette transition. Je préfère que ce soit les militaires qui reprennent les choses en main au vu de la dangerosité de la situation. Mais le président de l'Assemblée nationale, Aaron Kabadi, a violé la Constitution, monsieur de Ngenguen. Ah, mais ça, de toute façon, on va en parler, puisque ce n'est pas nouveau, puisque le président Déby lui-même a violé la Constitution d'une manière en affirmant devant les médias que c'est un autre pays étranger qui l'aurait forcé à rester au président. Donc, on reviendra dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Et donc, Aaron Kabadi viole évidemment la Constitution et on se demandait bien, puisque par la suite, il a continué à assumer pendant la transition son rôle de président de l'Assemblée. Et donc, on se demande bien s'il a été incapable de gérer ce qui était dans sa fonction en tant que, en absence, en vacances, de pouvoir de prendre la tête de l'État, comment il a pu trouver les capacités pour continuer en tant que président de l'Assemblée par la suite. S'il est incompétent à assumer ça, bah, il ne pouvait pas non plus assumer son rôle de président de l'Assemblée. Donc voilà, une fois de plus, les bricolages dont on a l'habitude en Afrique. Et donc, il cède finalement le pouvoir, mais c'est certainement aussi face à un clan qui est armé certainement jusqu'aux dents et certainement à des pressions internes aussi. Donc, il a lâché. Et donc, le Conseil des généraux se saisit évidemment du pouvoir. Un pouvoir qui est vacant, il faut très vite s'en saisir. Et donc, ils se saisissent du pouvoir, font une déclaration et argumentent en disant que de toute façon, c'est pour maintenir la stabilité et organiser une transition, etc. Le discours qui est somme toute assez classique. Et c'est comme ça qu'ils vont organiser le discours. Et puis, maintenant, ce discours fait, ils vont chercher maintenant qui au sein du clan est capable, entre guillemets, de faire l'unanimité au sein des différentes factions au sein du clan qui sont prêts à en découdre les uns les autres également. Et c'est comme ça que va émerger le personnage, le fils d'Ebi, Mamad Kaka, qui représente un peu celui qui est plus ou moins semble faire l'unanimité parce que jeune et que les différents généraux, les différents clans pensaient que bon, ils pouvaient plus ou moins le contrôler assez facilement, négocier, avoir quelques moyens de pression sur lui et donc finalement garder cette stabilité et contenter plus ou moins tout le monde. De Paris, disent certains. Ah, alors ça aussi, revenons dessus. Parce qu'évidemment, quand on voit toute cette situation-là, et la France qui à l'époque était en train d'être chassée du Niger, qui partait de partout et qui avait comme finalement seul point logistique le Tchad, voit une situation qui se dégrade où le pays peut tomber complètement en instabilité. Alors l'inquiétude de Paris s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et il faut venir en rapidement voir ce qui se passe. Sauf que pendant ce temps-là, les autres pays en Afrique centrale, eux, ils ont vu que le Tchad, c'est le seul verrou qui les protège aujourd'hui, actuellement, par rapport à tous les mouvements djihadistes qui peuvent débouler de partout, du Soudan, de la Libye, du Niger, et qui peuvent très facilement s'infiltrer déjà. Le Nord Cameroun est déjà touché, parce que quand on parle de Boko Haram et du lac Tchad, le Nord Cameroun est déjà touché. Tout Et à quand fait. tous ces pays vont voir cette situation, ils se disent non, 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 attendons, nous préférons pour l'instant garder
la stabilité avec ce pouvoir qui se met en place. On adoube le jeu de débit pour l'instant pour voir avoir en face de nous un pays qui reste stable le temps qu'on y voit plus clair. Et une fois que les collègues, entre guillemets, de CEMAC, globalement, acceptent de fait ce qui est en train de se passer au Tchad, Macron qui court après vient pour deux raisons. Un, pour rendre hommage au président Déby, parce que le président Déby a quand même envoyé pas mal de militaires au Mali, etc. Et il faut savoir que c'était aussi en grande partie financé par l'Union européenne, cette question de sécurité, etc. Et donc, en réalité, il perdait là quelqu'un qui sous-traitait une partie du travail, sinon ça allait être des militaires européens qui vont venir. Et l'opinion publique en Europe, c'est pas comme en Afrique. Si on ramène des corps de militaires de plus en plus, ça va chauffer, etc. Pour calmer dans toute cette ambiance, Macron, qui déboule en dernière minute, vient, il dit, bon, oula, voilà la situation, on prend acte, on rend hommage au président Déby qui vient de disparaître, et surtout qu'on va tout faire pour aider le Tchad, pour pas que le Tchad soit déstabilisé comme les autres pays, sinon ça va être la catastrophe. Et donc, quand Macron vient, dans un espèce de zèle, il va faire un discours fort, on va laisser personne déstabiliser le Tchad, etc. Et donc, ça, ce message, il envoie également aux mercenaires de Wagner et autres qui traînent déjà dans ces zones et qui peuvent profiter de cette situation-là aussi pour étendre l'influence de Macron. Donc, ce discours-là, capté dans sa superficialité et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, a été transformé comme un discours du Tchad qui est complètement sous dominium français. Et donc, la question à se poser par la suite, c'est comment ça a été si facile pour le Tchad de chasser finalement ou bien faire partir la France par la suite. Oui, très belle question. Mais alors, quel a été le rôle de Félix Tshisekedi dans cette affaire? Alors, Félix Tshisekedi va intervenir à partir du moment où la situation, en fait, avec Déby fils, du coup, qui arrive au pouvoir, qui va organiser donc ce qu'on appelle le dialogue national, mais ce dialogue national vient après une conférence à Doha où ils ont signé des accords avec la centaine à peu près de mouvements rebelles dont j'en ai parlé auparavant. Donc, il y a une espèce d'accord de Doha pour faire revenir tous ces rebelles au Tchad et essayer d'organiser un dialogue national pour trouver la possibilité de partir vers un nouveau projet tchadien, un renouveau et essayer de faire des élections. Sauf que dans cette espèce d'accord, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Il y a le mouvement des transformateurs de Succès Masra, mouvement très populaire, parti politique qui amasse les jeunes, populaire en grande partie à la capitale, mais dans tout le sud du Tchad. Et le sud du Tchad est une région très peuplée. Et également dans certaines régions du nord qui en avaient marre de ce pouvoir qui a duré et qui n'a rien construit au nord du Tchad également. Et donc, il y a ce groupe-là qui va refuser, qui va boycotter le dialogue national. Et puis, il y a également les dissidents qui sont issus du clan au pouvoir et qui sont menés par Yaya Dillo, qui n'est personne d'autre que le cousin même de Mamad Kaka, puisque sa mère est la cousine du feu président Déby. Et donc, il y a cette dissidence qui est issue même du clan, et cette dissidence va également créer une espèce de pacte de l'opposition avec les transformateurs. Et là, ça devenait quelque chose de poids et d'inquiétant pour le pouvoir. Et donc, ce dialogue s'organise, et pour boycotter ça, il y a des manifestations qui sont organisées par ce bloc de l'opposition. Et dans ces manifestations, le 20 octobre 2022, il va y avoir à N'Djamena. On va tirer sur les manifestants comme des lapins. 200 à 300 morts à N'Djamena, et puis à peu près 1 millier de gens faits prisonniers, amenés dans les prisons de la zone du Sahara au Tchad, qui est des prisons vraiment
de mouroir, entre guillemets, les gens pouvaient mourir de soif et de faim. Surtout qu'il fait très chaud au Très Tchad. chaud, très chaud. Les gens mouraient de faim, pouvaient se déshydrater, etc. Donc, c'est une prison. Quand on envoie les gens là-bas, c'est une demi-condamnation à mort. Et de l'autre côté, maintenant, Succès, qui a échappé de s'être fait arrêter, va s'enfuir par le Cameroun et va aller s'exiler pendant un temps aux États-Unis. Et donc, il faut bien ramener le Tchad, si on veut réussir à aller aux élections, etc., il faut bien ramener toutes les parties. Et c'est là maintenant que va entrer en jeu le président Félix Tshisekedi pour organiser ce qu'ils vont appeler les accords de Kinshasa, pour dire qu'il faudrait ramener Succès, qui représente quand même une grosse partie de l'opposition au pays, pour retravailler ensemble vers des élections et de remettre en place des institutions légitimes au Tchad. Et c'est comme ça que Succès va rentrer. Il va rentrer dans le gouvernement en tant que Premier ministre et ils vont préparer donc les élections où ils vont se présenter tous les deux, d'un côté le président Mamad Kaka et Succès lui-même. Mais entre-temps, ce qui va se passer à N'Djamena, c'est que pendant ce temps-là, Yaya Dillo, lui, représentait toujours une menace parce qu'il a une base de rébellion et lui a des armes. Et donc, Mais comment peut-il avoir, comment un individu, soit-il opposant célèbre, peut-il détenir des armes? Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un ancien rebelle qui a encore une partie de sa rébellion à l'est du Tchad. Et donc, quand il s'est mis en civil pour participer aux jeux politiques, au Parti socialiste sans frontières, etc., il va se mettre en civil. Mais simplement, les tensions et les soupçons ne vont jamais arrêter. C'est-à-dire qu'un an, donc en 2021, quand le président Déby était encore là, les tensions vont monter à un tel niveau que pour s'assurer que Yaya Dillo n'aurait pas d'autres possibilités de nuire, il va être attaqué à son domicile en plein N'Djamena, en pleine journée, par des tanks entiers qui encerclent son quartier et sa maison. Il va réussir à s'échapper, mais sa mère va y trouver la mort à ce moment-là. Et donc, le deuxième tour arrive cette fois-ci, confrontation avec Yaya Dillo et le fils cette fois-ci, et dans ces querelles-là, cette fois-ci, c'est l'artillerie lourde va être sortie à nouveau. On va aller encercler le siège du Parti socialiste en plein cœur de N'Djamena, en pleine journée, et attaquer le siège à coups de toutes les armes, hein, de l'artillerie lourde, des 4x4 qui encerclaient, etc. Et ça va amener jusqu'à la mort de Yaya Dillo dans ces confrontations. Lui aura certainement une petite arme qu'il aurait sur lui, une espèce de pistolet ou je ne sais pas quoi, mais face aux blindés et à toute cette artillerie, bah, il va trouver la mort à ce moment-là, sans que jusqu'aujourd'hui, on essaye de creuser, investiguer pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement, etc. Et donc, un opposant éliminé, il reste l'opposant à proprement parler civil, qui est Succès Masra, qui va aux élections. Et sans surprise, comme depuis 30 ans, on va confirmer que c'est celui qui a organisé les élections, c'est-à-dire Mamad Kaka, qui est élu président au Tchad. Est-ce qu'il a conservé son premier ministre, Succès Masra? Alors non, élu président, évidemment qu'il recompose un nouveau gouvernement, et donc à son ministère pour les raisons de campagne et d'élection, et donc il n'a pas été reconduit, il n'a pas été rappelé aux affaires, et donc là, on part maintenant dans une stratégie d'exclusion totale, et maintenant, une fois qu'on a fait les élections, d'essayer d'éliminer au maximum le paysage de l'opposition pour se donner un boulevard
pour refaire à peu près le même projet que le père, c'est-à-dire avoir en vue une trentaine ou quarantaine de pouvoirs, d'années de pouvoir à l'horizon. Quel a été le sort de notre ami Succès Masra, l'ancien Premier Alors, ministre? voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Pendant son exil, donc en 2022, en, aux États-Unis, il va se passer plusieurs choses. Au Tchad, il y a également des querelles agriculteurs-éleveurs. Ces querelles d'agriculteurs-éleveurs est un tout petit peu différent de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest pour une raison simple. C'est qu'en réalité, c'est la partie nord du Tchad qui n'est pas à proprement parler, entre guillemets, des Peuls, qui se sont mis petit à petit à l'élevage et comme ils ont le pouvoir, souvent à des gouverneurs installés un peu partout dans les différentes régions, les populations du Sud, qui sont à majorité des agriculteurs, voient donc une espèce de grignotage pastoral de leur zone d'agriculture. Et donc la dynamique, elle est différente. Les populations Peuls, en fait, sont plutôt au niveau du sud-ouest du Tchad parce qu'ils sont essentiellement au niveau du nord Cameroun et ils sont assez marginalisés, ils ne sont pas concernés en réalité dans ces conflits-là. Mais ce qui va se passer, c'est que ces éleveurs ou bien ces anciens de l'armée qui se sont reconvertis en gouverneurs se mettent à faire de l'élevage. Et souvent, ils vont embaucher un jeune bouvier, etc. Et pendant longtemps, quand c'était des éleveurs peuls avec des agriculteurs, les gens avaient des systèmes traditionnels de négocier et puis de calmer les conflits, etc. Et d'autant plus que les peuls n'étaient pas armés parce qu'ils ne sont pas au pouvoir au Tchad. Mais avec le changement et les nouveaux éleveurs, bah, eux sont armés parce que souvent ce sont des anciens rebelles, ils ont des armes et donc ils vont maintenant commencer à donner à leurs enfants bouviers des armes maintenant, et non plus les petites flèches des peuls qui traînaient derrière les vaches à l'époque, qui étaient des flèches, somme toute, pour chasser des bêtes qui pouvaient attaquer leur bétail, etc. Et là, non. Les nouveaux, maintenant, ils ont des armes. Ce sont des jeunes qui ont des kalachnikovs qui traînent derrière les bœufs. Et donc, à chaque fois qu'il y a un conflit éleveur-agriculteur, ça provoquait inévitablement des bains de sang ici et là. Et en 2022, quand Succès était en exil, il a appelé la population, il a dit le pouvoir a pris la reine du pays au nom de la sécurité. Et si le pouvoir est incapable d'assurer la sécurité de tout le monde et régler ces problèmes-là, bah, que les populations sont en droit de s'organiser en légitime défense pour se défendre. Voilà ce qu'il avait dit à l'époque. Et ça, c'est un message général qu'il a envoyé puisque les problèmes se passaient à la fois au nord, à l'est du pays et un peu partout. Et donc, il attaquait le pouvoir en tant qu'opposant sur son incapacité à gérer le problème. Sauf que les 2 ans sont passés, tout ça, on a dit qu'on passait dessus, on faisait la paix et l'accord de Kinshasa est passé, etc. Et plus tard, rétrospectivement, il y a eu un conflit dans une région qu'on appelle la région de Mandakao entre éleveurs et agriculteurs. Et cette fois-ci, il y a eu un bain de sang, sauf que cette fois-ci, ce sont les éleveurs ont agressé un agriculteur et ces agriculteurs se sont organisés pour organiser une représaille. Il y a eu à peu près 50 morts et donc le gouvernement est allé convoquer l'ancien discours de Succès et il a dit non, c'est Succès qui aurait organisé ça parce que c'est par rapport à ses propos que ce conflit-là a produit des morts. Et pourtant, ça fait depuis une dizaine d'années qu'on assiste à ces conflits qui étaient liés à la désertification et des conflits de terre et des conflits fonciers. Mais incapable de régler tous ces problèmes, bah, ça tombe à pic puisque là, il fallait en quelque sorte éliminer aussi un opposant, donc ça tombe bien. Donc procès, il y a eu le conflit, il y a eu l'attaque et le lendemain, dès le lendemain matin, on est venu très tôt cueillir Succès dans son domicile. Alors on se demandait comment toutes les exactions qu'il y a eu, les répressions qu'il y a eu au 22 octobre, etc., 2022, etc., il n'y a toujours pas eu de procès, mais comment en une journée,
on a pu déjà faire une enquête sur quelque chose qui s'est passé à 400 km de N'Djamena, et on a tout fait et que le lendemain, on vient cueillir à N'Djamena un opposant politique. Tout ça paraissait trop gros. Et donc, le procès a été fait rapidement et puis condamnation à 20 ans de prison. Expéditif, mais alors d'une rapidité, d'une célérité qu'on n'a jamais vue au Tchad. On pensait que l'administration judiciaire avait une très grande lenteur et des problèmes. Mais là, ça fonctionnait à merveille. Ça fonctionnait à merveille et très rapidement, on établit voilà, les liens. On va cueillir le lendemain un opposant qui est un des plus grands opposants qui reste et c'est fini, condamné. Hein. Oui, exactement. Et condamnation à 20 ans, et à partir de ce moment-là, fini. On est donc en train de dire, bah, aujourd'hui, on regarde la scène politique au Tchad, bah, l'opposition est décapitée, le pouvoir a 20 ans devant, avec la consolidation de toute la manne pétrolière qui n'a bénéficié à aucun Tchadien. En termes d'infrastructure, le Tchad, en termes de pénétration Internet, ça doit être autour des 5%. Ça concerne essentiellement que la ville de N'Djamena et peut-être 2 autres villes. La pénétration en termes d'électricité, on doit être peut-être dans 10%, etc. Voilà la situation. Des standards très faibles. Hein? À de standards très, très faibles. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, je passe mon temps à aller en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Quand on va, ne serait-ce qu'à Cotonou, quand on va à Abidjan, quand on va dans ces pays-là, bah, c'est déjà l'étape d'avant pour arriver après dans les pays occidentaux pour un Tchadien. C'est un passage. C'est une espèce de rite de passage avant d'arriver dans les pays occidentaux pour ne pas être trop choqué du décalage. C'est ça. Alors, quand est-ce que le Tchad va intégrer l'AES, Monsieur Denguenden? Très belle question, n'est-ce pas? Parce que pour un pays... L'AES actuellement est en train de sauver l'Afrique. Ah oui, oui, bien sûr. Bienvenue ah bah ça, aux pays qui vont l'intégrer bientôt. Ah bah ça, pour nous au Tchad, qui n'avons connu intégralement que des coups d'État depuis notre indépendance, on est très, très motivé à aller effectivement dans l'AES où la nouvelle doctrine est finalement que d'accéder au pouvoir par la force. Et on a besoin d'hommes forts, etc. Et ben, on est bien renseigné pour savoir. Nous, voilà, c'est ce qui nous a retardé avec le niveau d'infrastructure que j'ai dit, que j'ai expliqué. Oui, tout à On a fait. passé du temps à faire de la guerre. Et donc, les gens aujourd'hui ont commencé, et d'ailleurs, cette sauce panafricaniste, néo-panafricaniste, n'a pas démarré qu'avec le Déby-Fils, ça a démarré avec Déby-Père. Déby-Père, qu'est-ce qu'il avait dit vers la fin? Il disait, donc au bout de son 4e mandat, etc., il dit qu'il avait donné, il fait une sortie devant les médias, des médias France 24, RFI, etc. Il fait une sortie spectaculaire en disant « Moi, j'ai donné ma parole de militaire de ne pas me présenter et que c'est la France qui m'a forcé. On aurait envoyé quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'il ne connaît pas lui-même et qui aurait tout modifié comme ça. Une espèce d'esprit qui est venu, esprit invisible, qui s'est baladé dans N'Djamena, qui arrive. Hein. On parle là d'un pays qui a des frontières, qui a un aéroport, qui a des services de renseignement, qui a tout, qui a des constitutionnalistes, qui a un ministère de justice et tout ce qu'il faut. Et une personne serait venue, on ne sait pas qui, et qui aurait modifié tout et qui serait reparti et avec ça impose au président de continuer. Et quand le président Déby va faire ses déclarations, à ma grande surprise, moi j'observais les Tchadiens pour voir l'attitude, qu'est-ce qui va sortir de ça? Mais nous étions déjà dans la colonisation mentale avec
tout complot contre l'Afrique, on manigance tout contre l'Afrique, etc. Et donc, les gens sont sortis pour applaudir le président. Voilà, il a dénoncé la France, il a dénoncé les Français qui imposent au président tchadien de continuer, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, soit j'arrête complètement de m'intéresser à ce pays en termes politiques, parce que la question que tout citoyen est en droit de se demander, Monsieur le Président, vous êtes le garant de la Constitution. C'est vous qui êtes censé garantir la Constitution, protéger la Constitution, son intégrité. Et vous nous dites que vous êtes incapable de dire qui est venu dans votre pays. Donc, un pays qui a des services de renseignement, qui a une armée, qui a tout ça, vous ne savez pas qui est venu. Deux, une personne qui vient, qui modifie, alors que vous avez, comme dans tout pays, votre propre conseil constitutionnel, vous avez votre propre magistrature, vous avez tout. Et la personne modifie. Tout ça sous votre responsabilité, et vous vous lavez les mains, vous dites, on m'a forcé à rester. Et mais ne pouvait-il pas démissionner si on l'a forcé? Ah, mais justement, c'est-à-dire que s'il a eu le courage de dénoncer devant les médias et que les gens applaudissent, où est ce même courage pour déclarer aux yeux des Tchadiens de dire non, je démissionne parce que j'ai donné ma parole que j'allais démissionner, je suis arrivé à la fin de mes mandats. Et à ce moment-là, on saurait la bonne foi du président. Mais évidemment que les gens, tout ce qu'ils ont retenu dans cette analyse politique, c'était que c'est une personne qui est venue de la France. Et donc, ça y est, on a agité, comme chez le torero, on a agité le drapeau rouge, c'est fini. Ce drapeau rouge a rendu amnésique 17 millions de Tchadiens. Et la seule chose maintenant, c'est dit, voyez, c'est la France. Voyez, c'est la France. Et donc, le président Déby, après 30 ans de pouvoir, est lavé totalement, est devenu totalement blanc de cette situation et est maintenant le nouveau héros panafricaniste. Le député Béral Mbaye-Koubou a dénoncé l'intégration du Tchad à l'AES. Qu'en pensez-vous, monsieur Denmenguenguen? Alors, heureusement qu'il y a des gens comme le député Béral qui sont des gens qui ont étudié, parce que c'est aussi la mode aujourd'hui, qu'il faut refuser l'école, il faut refuser les diplômes, il ne faut pas essayer de connaître les choses, il suffit juste d'être éveillé. Comme par magie, on vous fait quelques incantations et quelques slogans et vous êtes éveillé. Et à partir du moment où vous êtes éveillé, vous allez tout comprendre. Rien n'est compliqué, vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre l'économie, la politique, les relations internationales, vous allez tout comprendre. Il suffit d'être éveillé. Heureusement qu'il y a des gens qui réfléchissent encore, comme le député Béral Mbaye-Koubou, qui dit, mais attendez, le Tchad n'a connu que des coups d'État. S'il y a des cours pour enseigner des coups d'État, c'est au Tchad d'aller enseigner aux gens. Et le Tchad va sortir de ça alors que le Tchad essaye de normaliser sa situation et de remettre en place des institutions. Le Tchad va partir de là pour rejoindre un club de gens qui, jusque-là, n'ont toujours pas donné de projet clair du pourquoi ils continuent à rester au pouvoir et qui, par décret, se donnent des mandats de 4 ans, de 5 ans, au fur et à mesure. Le Tchad va sortir de ça et aller rejoindre ce club-là. Mais leur projet est clair, c'est de lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme, monsieur Christ de Ndengwen. Alors, moi, quand on me parle d'un projet, ça se tient souvent à 3 choses. Un projet, ça demande des ressources financières, humaines, etc. pour faire un projet. Il faut un plan. Ce plan, ça se tient dans un temps donné. Et puis après, il faut donner l'objectif du projet. Vous me dites que vous allez lutter contre l'impérialisme. Il faut définir exactement quels sont les critères de cet impérialisme. Dans combien de temps vous vous donnez pour lutter contre cela? Avec quels moyens? Et là, si vous échouez au bout de 4 ans, 5 ans, vous allez être changé par des gens plus compétents qui vont essayer de faire le travail. Mais quel est le projet? Qui a exposé clairement le projet et qui a donné les critères pour qu'on se dise à un moment donné, voilà, on a rempli les critères, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Donc, on est libéré de l'impérialisme,
et que c'est bon, le travail est fini. Eh bien non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, du jour au lendemain, on va signer des décrets, on va s'accorder 5 ans. Il y a des gens qui ont fait des mandats déjà. Il y a des gens qui ont fait des mandats déjà avec juste un stylo et une signature. 5 ans, c'est passé. Et la situation s'aggrave. Et les gens vont continuer à faire des discours. Oh, toujours impérialisme, toujours machin, etc. Donnez-nous encore 5 ans. Et toujours sur du vide. Il n'y a toujours pas de projet bien défini. Et donc, avec ça, avec ce jeu-là, mais moi-même aujourd'hui, vous me donnez un pays au hasard, j'agite Occident, j'agite France, et je me donne 15 ans, 20 ans de pouvoir. Et moi, je veux bien, hein, si vous pouvez. À la fin de notre émission, je vous laisse le soin de conclure. Merci. Alors, pour globalement conclure, c'est qu'il faut quand même que les gens reviennent sur Terre. Le monde fonctionne avec des choses qui sont consultables, qu'on peut savoir. On connaît comment le monde fonctionne, comment les pays établissent des textes pour s'organiser et s'organiser pour que collectivement tout le monde bénéficie d'une certaine justice dans le pays et que les gens coordonnent leurs forces pour travailler pour améliorer la situation des pays. Et donc, tant que nous allons continuer à penser que le monde entier s'est structuré spécifiquement contre nous et contre l'Afrique, avec ce discours-là, on va convoquer des choses qui sont des fantasmes dispersés dans nos cerveaux, mais qui ne collent pas à la réalité simple, qui est que tous les pays qui s'en sont sortis à un moment donné ont travaillé la question de la justice pour tout le monde, ont respecté la vie humaine et ont travaillé durement pour transformer leur économie et redistribuer la richesse pour que le bien-être collectif soit amélioré. Voilà la seule chose sur laquelle on doit se concentrer avec l'ensemble de nos énergies. Mais pendant ce temps-là, on regarde à gauche, à droite, les élections s'organisent, c'est simplement pour essayer d'écarter des opposants, d'écarter des gens qui ont la matière grise, qui peuvent même participer à l'effort du pays pour transformer le pays. On n'assiste que à des choses comme ça, ou sinon à des querelles interethniques sur quel groupe doit être dépositaire du pouvoir ad vitam aeternam, etc. Voilà les vrais problèmes de l'Afrique et il faut qu'on ait un discours franc dessus, qu'on sorte d'une espèce d'Afrique que tout le monde serait organisé pour attaquer, pour détruire. Ce n'est pas le cas. L'Asie, hier, était dans la même situation que nous et l'Asie s'est sortie de la colonisation, a transformé son économie, a lutté contre la corruption, a accueilli des investissements et a transformé son économie. Et l'Asie aujourd'hui se porte beaucoup mieux. Donc faisons le même travail, travaillons, soyons disciplinés, essayons d'éviter des complots qu'on se mette dans la tête qui nous empêchent de voir la réalité et d'apprendre la réalité et de se remettre en cause sérieusement pour transformer l'Afrique pour le bonheur des Africains, parce que les Africains, comme tous les autres, ils se sont battus déjà au temps de la période de colonisation pour être traités à égalité avec les colons, parce qu'ils se sont battus contre les travaux forcés, ils se sont battus pour essayer d'avoir cette même dignité, d'avoir des meilleures conditions de vie, d'être mieux soignés, etc. Ils ne se sont pas battus pour rien. Donc, si on doit poursuivre un travail, c'est ce travail-là d'améliorer réellement la condition d'existence des Africains. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, M. Chris de Ngwenden, d'avoir accepté notre invitation. Assassinat de Yaya Dillo, condamnation de Succès Masra à 20 ans de prison au Tchad, mort subite de Guy Parfait Kolela au Congo, condamnation de Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison. 20 ans par-ci, 20 ans par-là. Hier, c'était la force. Aujourd'hui, nous y avons greffé le droit pour finir avec les voix discordantes.
Chers dirigeants africains, peut-on construire un pays en excluant une partie de sa matière grise? Comment pouvez-vous construire des institutions républicaines solides si le premier chapitre de votre programme de société est intitulé « L'exclusion des opposants ». Le processus de développement nécessite-t-il l'exclusion de certaines forces vives de la nation? Quand en face de l'œil de Caïn, vous vous rendez compte que vous avez brisé des vies, que ressentez-vous, chers dirigeants africains? Voilà autant de questions pour lesquelles je n'ai aucune réponse. Quelqu'un me disait il y a un moment que faire de la politique, c'est prendre d'énormes risques. Mais il n'a pas pu m'expliquer dans quelle université de droit enseigne-t-on que aller en politique, c'est aller tout droit à l'abattoir. Chers téléspectateurs de Burkina Débat TV, je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.